Notre prochaine conférencière est Marie-Pierre Landry. Elle est diplômée du baccalauréat en agronomie de l'Université Laval en 2014. Après 7 ans en représentation dans l'industrie, elle accepte le mandat d'agronome chargé de projets en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice pour le CIARC en 2021. Je passe la parole à Marie-Pierre qui nous présente une conférence de 35 minutes sur les plantes fourragères adaptées au pâturage. Merci Marie-Ange. Je me passe ça parce que ceux qui me connaissent savent que je peux vous retenir jusqu'à 6 heures à soir. Bonjour tout le monde. Chargé de projet en plantes fourragères pérennes, qu'est-ce que ça fait ça? Des projets sur le foin. De toutes sortes de projets et de toutes sortes de foins. Donc, que ça soit pour du foin de commerce, pour les pâturages, de l'ensilage, peu importe, tant que c'est des plantes pérennes qui ont un but de nourrir des animaux, idéalement des ruminants. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Le CIRC, c'est la ferme qui est reliée au centre de formation professionnelle puis au cégep ici à Quaticook, vraiment pas loin d'ici. On est un organisme à but non lucratif. Puis parmi les aspects lucratifs de ça, il y a moi qui fais des projets. Je passe après dîner. Il y a une raison pourquoi ils ont choisi Marie-Pierre Landry pour passer après dîner. Je vous avertis, j'ai poussé la joke loin avec ma présentation. Ceux qui connaissent pas bien le hockey, c'est pas grave. Quand il y a une photo d'un joueur de hockey, c'est fait pour être drôle. Fait que juste rire à ce moment-là, ça va m'aider beaucoup. Je prends des petits raccourcis de temps en temps parce que ce que j'avais pas le goût de faire, c'est d'ouvrir le livre du CRAAC puis de passer page par page parce que quand j'ai fait mon bac il y a 10 ans, le cours de plantes fourragères pérennes, il y avait 3 heures sur les légumineuses et 3 heures sur les graminées puis on n'a pas fait le tour. Fait que c'est pas ça le but. Fait que je prends des petits raccourcis, gardez ça en tête. Je vais être ouverte à en discuter après, mais je vous montre ce que moi j'en pense des différentes espèces de plantes fourragères qui sont disponibles pour établir ou rénover un pâturage. Je vous avertis que je poussais ma joke loin, qui est parfait, c'est bon. Je sais pas par où faut que je pointe. Parfait. Donc, le plan de match, c'est de se créer des Dream Team, des Green Team, avec différentes étoiles du match, évidemment. S'approprier des trucs rapides pour connaître les espèces de plantes fourragères pérennes. Je vais vous donner des petits trucs parce que dans mes tournées de champs, surtout cet été, des producteurs qui disaient hey, « Moi, tu me dis que c'est du dactyle. Je le sais pas. Moi, c'est la touffe de ce couleur-là qui fait ce fouette-là puis cet épi-là. Puis je vous comprends, producteurs et conseillers, de pas toutes les savoir par cœur. C'est pas grave. Mais je vais vous donner mes petits trucs pour les reconnaître, pour avoir l'air intelligent, principalement. Mais au moins, c'est ça, les différencier, puis savoir en reconnaître quelques-unes. Je vais faire ça par la bande. J'ai pas fini avec les jeux de mots non plus. Ça sent la coupe. Tout le monde ensemble. Je vous dis cette année, c'est à quoi tu coupes la coupe. Bref, on va regarder ensemble, ça serait quoi le Green Team, le Dream Team pour construire un pâturage intensif. Coach Marie-Pierre est là. Je vous le dis, ça sent la coupe. Ça fait juste commencer. Les 3 étoiles du pâturage que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Kyle Ladino. C'est pas son vrai nom. Le trèfle Ladino, on s'entend, il est super intéressant pour un apport de protéines, une longévité dans le temps, puis ces stolons qui sont super intéressants. On va en reparler. C'est vraiment juste un aperçu RDS. Max de graminées. Avoir un max de graminées dans vos pâturages, ça vous assure des bonnes performances en saison tout au long de la saison. Joueur polyvalent. Armure. Quand je dis armure, je veux dire armure de sol. Si vous voulez de la portance dans votre sol, c'est un max de graminées qui va vous l'apporter. Plus vous avez de graminées différentes, plus vous avez de familles de types, de racines différentes, plus votre armure de sol va être solide, plus ça va être facile, des années comme cette année, d'envoyer vos animaux au pâturage sans tout scraper. J'avais fini? Non, j'avais pas fini. Il va scorer. Ce qui est drôle, c'est que lui, son nom, c'est Ilia. Mais bon. Il va scorer. Ça vous prend des joueurs étoiles. Ça vous prend un bon scoreur pour les séries, les temps supplémentaires, les désavantages numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que
dans certaines situations, ça vous prend un champ ou une espèce qui va vous permettre d'avoir un boost de rendement, un boost de croissance au début de l'année, à la fin de l'année. Peu importe, ça prend au moins une espèce qui va aller se démarquer de tous les autres champs. C'est là que le champ, il devrait avoir 4,3 tonnes de matière sèche, pas 1,2, idéalement. C'est l'heure du repêchage. Repêchage. Qui ici fait des... comment on appelle ça? Des poules de hockey? Non, pas moi. Mais fait que c'est ça, il y a sûrement des affaires qui n'auront pas de sens. Mais je veux quand même qu'on fasse comme si on se faisait un pool de hockey, mais avec les espèces de plantes fourragères. Ça vous prend la meilleure défense. Defense! C'est pas des vrais joueurs de hockey, je vous le dis tout de suite. Mais ils se pognent pas pire, ils sont pas pires. Parmi mes joueurs étoiles dans la défense, il y a la fétuque des prés. Là, mon écran est ici, il faudrait que j'arrête de me promener. La fétuque des prés. On connaît surtout la fétuque élevée, qui est une plante à haut potentiel de rendement. La fétuque des prés va avoir un peu moins de rendement, mais une structure de sol qui est super intéressante. La fétuque des prés, on la reconnaît dans le champ, ou même la fétuque élevée, là, c'est la même chose, parce qu'elle est brillante. De loin, là, on la voit, elle est luisante. On voit le soleil, elle pogne tout de suite, puis elle reflète. Fait que, si vous voulez faire votre intelligent, comme moi, mettons, vous allez dans le champ, vous voyez que les brins d'herbe, ils captent beaucoup la lumière, ils ont l'air brillants, ils ont l'air luisants. Dites-vous que c'est certainement une fétuque, c'est quasiment certain. Après ça, la fétuque des prés, elle a la base de la tige plus rouge. Fait que ça, c'est un bon truc pour la reconnaître. Pourquoi on l'a choisi dans nos pâturages? Une super bonne digestibilité, une super bonne appétence par rapport à la fétuque élevée. Plus d'énergie que le mil, la fléole des prés. Synonyme, je vais utiliser les deux. Bon regain à l'automne. Quand je vous disais, ça vous prend quelqu'un qui va scorer à des moments où les autres ne scorent pas. Ça, c'en est un des points. Tolérance en zone humide, tout en pratique. Puis, tolère super bien les hivers québécois. Donc, si vous avez l'intention d'établir un pâturage pour couple d'années, idéalement, c'est un bon choix. Suivant. Defense. Brome des prés. Là, je fais une petite mention spéciale. Ah, j'ai oublié de le dire. Parenthèse. Si vous voulez avoir l'air intelligent à reconnaître les espèces ou vous voulez savoir c'est quoi qu'il y a dans votre champ puis vous n'avez pas le temps de m'appeler, mettons. Il y a, j'allais dire Valacta, mais Lactanet, dans le temps que ça s'appelait Valacta, ont un petit guide PDF downloadable que vous pouvez garder sur votre téléphone dans vos fichiers d'identification. C'est le plus simple que moi j'utilise pour identifier. C'est leur photo d'ailleurs à droite complètement. Ça, c'est du brome inerme, mais quand même, c'est pour vous montrer le W. Ayez ça en main dans votre téléphone. C'est trop facile de sauvegarder un fichier PDF. Puis c'est plus facile à traîner que le guide du crack. Ferme toute la parenthèse. Les bromes, pour les identifier, sont bleus. Pas bleu, mais mettons, comparé à l'autre vert, ils sont bleus. On s'entend? Fait que si vous voyez des petites tales plus bleues, ça, c'est un bon indice qu'il y a du brome, mais un indice qui ne ment pas, c'est le W. Là, il est comme du mauvais bord, il a l'air d'un M, mais au bout, on voit vraiment l'image à droite complètement. Fait qu'il y a comme une petite constriction, toutes les bromes, ils ont ça. Fait que si vous voyez un W de même, c'est un brome. Ça, si vous voyez du poêle, c'est un brome des prés. Si vous voyez pas de poêle, c'est un brome inerme. Puis si vous n'êtes pas sûr, c'est sûrement un hybride, là, je sais pas. Pourquoi on choisirait le brome des prés? Son regain rapide. Le brome des prés, au lieu de repartir une nouvelle tige de la base quand on le coupe, soit par paisance ou par fauche, il va juste continuer à pousser sa feuille. Fait que ça, c'est super plus rapide, parce que j'ai pas à créer un bourgeon, créer une nouvelle feuille puis repartir. Fait que ça, c'est un regain super rapide. Si on est en rotation assez rapprochée, si on vise un maximum de 30 jours dans l'année, le brome des prés va vous aider à ce moment-là. Il garde sa qualité, malgré sa maturité. Ce que ça veut dire, ça, c'est que même s'il est épié, même si c'est le dernier champ de votre rotation, c'est pas grave. Vos animaux vont quand même l'apprécier. Racines fasciculées profondes, armure, puis bonne persistance tout le long. C'est une semence qui est quand même assez chère, fait qu'une chance qu'elle est persistante, la petite maudite. Defense. C'est l'heure du premier trio, ceux qui coûtent cher. La fonce à l'arrière, c'est là que ça fait mal. Ceux qui connaissent pas le hockey, sont pas pires, eux autres. Ils étaient pas pires, mais je suis sûre qu'ils sont encore un peu bons. J'ai fait une vidéo sur TikTok, parenthèse,
Wayne Gretzky est allé au Hall of Fame, la LNH, avec son fils. Puis là, il avait mis sa calette pour passer inaperçu. Wayne Gretzky, c'est celui de droite. Puis là, son gars, il jouait aux jeux vidéo de simulation. Puis là, comme il gagnait toutes les games. Puis là, lui, il arrive, puis là, il perdait toutes. Puis là, un petit gars qui arrive en arrière, c'est parce qu'il faudrait que tu baisses ta main sur le bâton. Comme tu aurais une meilleure pogne, tu scorerais plus. Je la trouvais quand même bonne. Ça n'a pas rapport, mais c'est ça, je l'ai vu hier. Donc, l'attaque, ce que je veux, c'est qu'elle aille scorer des buts, qu'elle fasse du rendement. C'est elle qui va faire la performance. C'est là qu'arrive le mille, la fléole. Le mille ou la fléole, ils ont une réputation en ce moment qui est divergente, on va dire ça. Il y en a qui l'haïssent, il y en a qui l'aiment vraiment beaucoup. Probablement que les deux ont tort, les deux bouts. C'est une plante qui va avoir un excellent regain. En fait, il va décoller super vite au printemps, puis il fait du super bon rendement jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à fin juin. Après ça, on suit ses autres. On va dire comme ça. Comment on la reconnaît? La caboche de mille. C'est le seul épi qui ressemble à ça. Il est très remarquable, une feuille super large. Une fois qu'on le reconnaît, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est évidemment le truc. On choisit, départ très rapidement au printemps, excellent rendement, 70% lors de la première coupe, donc probablement lors de la première rotation et demie, on s'entend. Super bonne digestibilité, extrêmement appétant. Les vaches, les moutons, whatever quoi, les ânes, si vous voulez, ils vont toujours choisir le mille assez rapidement parce que ça goûte bon dans leur bouche. Puis il y a une floraison plus tardive, peut être pardonné un petit peu plus si les rotations ils s'étirent. Pourquoi les gens ne l'aiment pas? Parce qu'elle n'est plus là après. Si c'est sec, elle ne fera plus de rendement après. Mais si on le sait, on le fait jouer à la première partie, après ça, à la première période, excuse-moi, ouais, merci, mes mots de hockey, à la première période, puis après ça, les autres périodes, on fait rentrer quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais on maximise la première période, on goal. On s'entend? Tout le monde comprend l'analogie? Fantastique. J'apprécie. Festulolium. C'est là que je dis je tourne les coins ronds. Je rentre Festulolium, je rentre aussi les raigrasses là-dedans aussi, là, grosse catégorie. Festulolium peut être mêlant. Festulolium, c'est une espèce qui est non OGM, on s'entend. C'est un mariage entre deux parents. Un parent qui est dans la catégorie des régras et l'autre parent est dans la catégorie des fétuques. Puis là, ça pourrait être des cousins d'un parent ou l'autre. En voulant dire, ça peut être une fétuque élevée ou une fétuque des prés. Ça peut être un régrasse vivace ou un régrasse annuel. C'est dur pour moi de vous dire, ça, c'est du Festulolium, ça a l'air exactement de ça, parce que ça dépend de sa mère, ça dépend de son père. Ainsi, on peut s'entendre sur certaines caractéristiques. Ils peuvent être brillants, un peu comme les fétuques, ça peut arriver, mais il y a une spécificité sur la manière que la feuille est enroulée. Bref, si vous voulez vraiment l'identifier, vous pourrez downloader le guide d'identification au champ. On le choisit pourquoi? Vitesse d'établissement remarquable. Si je veux établir un pâturage au mois de mai l'année prochaine, puis j'aimerais ça envoyer mes animaux dedans au mois d'août, ça me prend quelque chose qui va pousser vite. Ça me prend quelque chose qui va tapisser le sol vraiment rapidement. Les racines, oui, mais aussi le végétatif, le temps que le brome et la fatigue des prés s'installent tranquillement, pas vite. Attaque! Qualité et rendement en lien avec les parents. Le problème, c'est que si un de ses parents est un régrasse annuel, il va avoir une persistance très limitée. Mais il va être très, très agressif. Fait qu'il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'il peut étouffer. Dans l'attaque, je mets le lotier. Je n'étais pas sûre de le mettre là pendant un bon bout. Le lotier n'est pas une plante agressive. Okay? On s'entend, c'est une plante qui est lente à établir, qui est techniquement à très longue persistante, mais c'est une légumineuse. C'est une légumineuse qui va fleurir rapidement, faire des graines rapidement, puis ces graines-là vont permettre de retrouver du lotier plus longtemps dans la séquence des années. C'est une plante aussi à haute teneur en lignine. Haute teneur en lignine, ça veut dire pas d'effet de météorisation. Pas qu'on voit ça très, très souvent, mais si vous êtes quelqu'un qui a peur de tout ça, le lotier va vous aider à ça. Fait que riche en tanin, résiste au piétinement. Il n'y a pas de problème, même une année comme cette année, c'est probablement elle que ça dérange le moins dans les légumineuses. Étant établissement lent, mais de longue longévité, l'idéal, c'est de la laisser fleurir. Sinon, vous allez trouver qu'elle ne dure pas longtemps, ben.
mais elle tolère tous les types de sols et principalement toutes les situations, là, drainage, chaud, tout ça, il n'y a pas de problème. Fait que je la mets quand même dans l'attaque parce que selon moi... Vas-y, cher, c'est pas grave. Est-ce qu'on parle de luminosité? Techniquement, le lotier, là, c'est une plante qui est premièrement indigène au Québec et qui se retrouve assez haut dans les parallèles. Fait que j'en parle pas dans les autres plantes, mais celle-là, ça m'inquiète pas du tout, du tout. Ben là, il y a des limites quand même. Ça s'appelle « se pousse pas », non. Là. Mais je le sais pas. On va l'essayer. Mec prime vert sortant, on va faire de quoi là-dessus. Je le sais pas. Désolée. OK. Là, si on pensait que l'attaque, c'était ça qui était tough sur le plafond salarial, non. Dans 2 minutes. Ça va être qui notre goaler? Je prends les propositions là, en passant. Bref. J'ai dit au début. Selon moi, dans un système de pâturage, le goaler, lui qui rattrape toutes les échappées, c'est le trèfle blanc Ladino. C'est pas un trèfle qui coûte très cher comparé à bien d'autres légumineuses. C'est stolon. C'est impressionnant. La fleur blanche, hein, ça donne une idée de son nom. Puis, c'est ça. Les légumineuses, j'ai pas besoin de vous expliquer là, la symbiose avec l'isobium puis l'azote, mais ça fournit de l'azote, oui, pour le rendement du trèfle lui-même, mais il y a quand même une petite éponge autour qui permet de donner de l'azote aux plantes qui vont être autour. Pourquoi est-ce que je le choisis? Cette photo-là, la grosse photo du centre, a été prise mi-avril ici au CIRC. C'est quasiment tout vivant, ce que vous voyez. Là, tu sais, on voit les tiges là, de l'année passée, là, mais on voit vraiment aussi beaucoup de rhizomes, puis ça a décollé super vite. Ça fait aussi partie de l'armure du sol. Okay. Ça régénère par selon, ça pardonne beaucoup, on va se le dire. C'est une valeur sûre. Il est un petit peu plus Carey Price que Patrick Roy. Riez, s'il vous plaît, parce que là, celle-là, j'ai travaillé fort. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui va déranger, ça flash pas, c'est pas une vedette dans son tempérament, sauf qu'il performe, il est là, puis on peut se fier sur lui. Bon, on peut pas dire qu'on a gagné la coupe avec, mais bon, quand même. Unité spéciale. Là-dessus, il n'y en a pas tant que ça qui ont joué dans la Ligue nationale, pour vrai, je veux juste le mentionner, mais c'est pas grave, j'avais de la misère à trouver des images d'unités spéciales. Je vais rentrer là-dedans avec des gens qui vont scorer. Juste des petits détails qui font qu'ils vont se performer dans des contextes différents. Le dactyle. Le dactyle, dans le livre, il est écrit « adapté au pâturage ». C'est vrai. Le dactyle, il épie très tôt. Même les cultivars qui épient tard, épient tôt. Okay, on va se dire ça tout de suite. Puis dès qu'il épie, sa qualité elle diminue vraiment beaucoup. Ce qui fait que c'est un rendement super intéressant. Sauf que si l'ensemble de vos champs, si 300 acres est en dactyle pur, on a un problème. Parce que tu as 1 semaine et demie pour passer dedans. Il est intéressant parce qu'il n'est pas remontant. Fait que, il ne fleurira pas. Fait qu'une fois qu'il est coupé, c'est pas grave. Fait que si on dit que les champs qui sont en dactyle, on va les faucher. Ou il y en a une partie qu'on va envoyer, ça va être nos premières rotations au printemps. Le reste, on va le faucher. Dans les rotations suivantes, ils vont pas réépier, ou presque pas. Ainsi, on va garder la qualité plus longtemps. C'est une plante intéressante. Mettez pas ça à grandeur, par exemple. On le reconnaît avec la touffeuse. Ça fait vraiment une grosse touffe dense et compacte. C'est comme si on pile dessus, on se fout la cheville. C'est vraiment... la racine, elle ressort un petit peu. Je sais pas comment vous l'expliquer plus, mais avec ça, vous devriez le retenir puis le spotter dans vos champs. C'est le premier à épier. C'est le premier que les vaches ne veulent pas manger une fois épié. Fait que c'est tout ce que vous avez à savoir pour la reconnaître. Très compétitif. Tolérance au piétinement. Extrêmement haut potentiel de rendement quand même. Là. Extrêmement, j'exagère. Mais dans les plantes de pâturage, elle se démarque vraiment beaucoup. Parfait pour les premiers champs de la rotation. Ça vous en prend. Juste pas partout. Vous serez avertis. Je ne vois plus mon timer, mais c'est pas grave. Dans le même genre d'espèce, Alpistre roseau. Alpistre roseau est une espèce, somme toute, indigène au Québec. Je dis somme toute là, parce qu'il y a des débats là-dessus.
on va dire, hey, t'as un champ trempe, on va mettre de l'Alpis roseau dedans. Breaking news, l'Alpis roseau performe aussi bien dans un champ sec, OK? C'est comme ça. Les rendements, dans des conditions qui sont bonnes, vont être très impressionnants. On me souffle à l'oreille qu'il y a des gens, des producteurs laitiers qui l'ont utilisé en ensilage, qui ont été chercher la même quantité de matière sèche que du maïs en silage. Ici, en Estrie. 15 Oh, parfait, merci. Ça y va, merci Isabelle. Le truc pour le reconnaître, il y a un petit, comme il y a une tige vraiment rigide, il se démarque les autres. Le port de la feuille aussi est très, très raide, un peu comme la phragmite là, sur le bord des autoroutes. Ça se ressemble au premier coup d'œil beaucoup. Si vous en avez sur le bord des fossés, vous allez le reconnaître. C'est ça. On choisit évidemment, si vous avez des champs inondables, ben crème, c'est la seule qui va faire, ça paraîtra pas. Fait que, évidemment, mettez-le dans votre rotation. Très compétitif une fois établi, vous allez avoir de la misère à vous en départir. Départ rapide, regain surprenant toute la saison, un peu comme le dactyle, la qualité elle chute beaucoup une fois qu'il est épié, fait que mettez-en pas partout, mettez-en pas à grandeur, rendement élevé. J'avais pas noté, mais ça reste ce sera pas une des plantes qui pompe le moins de potassium dans le sol, fait que surtout les producteurs laitiers, il n'y en a pas tant que ça dans la salle, mais c'est une plante intéressante si vous voulez gérer vos vaches en transition. T'avais-tu une question? Non, c'est extrêmement lent à s'établir, évidemment. Tu sais, ça prend des petits jeunes, ça prend des vieux d'une équipe de hockey, ça c'est tout bien balancé, on peut pas tout faire avec des recrues. Exact, on peut l'utiliser comme bédage là, quand il est très, très mature. Fait que c'est comme un double fin, là. Ça peut être super pour un champ, justement, que soyez très loin ou peu importe, mais que c'est une zone tampon, vous pouvez le ramasser en foin, vous pouvez le ramasser en bédage, puis vous envoyez vos vaches dedans. Si vous voulez de la persistance et avoir une flexibilité, c'est une belle option. Oui, facilement un rendement. Plus ça va, plus meilleur il va être. Étant donné qu'il me reste probablement maintenant 10 minutes. Il y a d'autres espèces qui sont reconnues pour les pâturages, puis qu'on entend de plus en plus. Et il y a des semenciers aussi qui la rendent disponible. Moi, je l'ai vu à Expo Champ. On la voit de plus en plus. Chicorée, plantain lancéolé, encore des plantes avec beaucoup de tanins, des plantes qu'on n'a pas, des familles, on n'est pas dans la graminée, on n'est pas dans la légumineuse. Ça change les familles, ça c'est positif, c'est bon pour la biodiversité, puis c'est bon pour vos animaux. Régras, moi c'est selon moi un incontournable dans les établissements. Pâturin, trèfle cura, chacun ont leurs avantages. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai juste 35 minutes. Mais toutes ces espèces-là auraient leur place dans un mélange de pâturage, certainement, selon le contexte. Quand j'ai commencé ma présentation, moi, je me disais, je pense que ça serait plus court de dire c'est quoi qui marcherait pas que c'est quoi qui marche. Parce que selon moi, les pâturages, oui, c'est une extension du foin, mais c'est encore plus, pas permissif, parce que c'est pas ça le bon mot, mais il y a des belles possibilités de s'adapter selon, votre régie. L'évolution des populations dans le pâturage va s'adapter aussi avec, on en parlait un petit peu, mais le microbiome de la vache. Puis tout ça va, étant donné qu'on l'implante pour idéalement long terme, en règle générale, c'est sûr que on pourrait mettre 22 espèces qu'au final, dans 15 ans, on va en avoir 3, 4 ou 5 probablement. La population va se stabiliser. Fait que techniquement, il y a 4 espèces qui sont pas. Il est écrit dans le guide, dans le livre. Pour être une bonne agronome, j'ai lu mon livre. Ces 4 espèces-là sont écrites comme étant pas adaptées au pâturage. Pourtant, au CIRC, à part le brominum, ils sont toutes là. Dans notre mélange de pâturage. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout dépend de votre contexte. Un grand sage, je dis ça des fois. Puis je trouve que c'est un bon point. Chacun, notre contexte est différent, mais même chaque champ, le contexte est différent. Ainsi. Ouais, j'en parlerai pas, mais brominum, tant qu'à moi, c'est lui c'est vrai qu'il n'y a pas d'affaire là-dedans. 1, il coûte cher. 2, il est très lent à s'établir. Il ne résiste pas au piétinement. Bref, les avantages, selon moi, sont pas là. Peut-être chez vous, je suis ouverte, mais pas chez nous. Pas, en tout cas, dans un pâturage. Ainsi, la luzerne. De qu'est-ce que c'est, Marie-Pierre, que la luzerne, ça va dans les pâturages?
Il y a de belles possibilités avec la luzerne dans les pâturages quand c'est géré comme il faut. Évidemment qu'une année humide comme cette année, il faut les sortir vite, les animaux. C'est sûr, c'est évident. Il y a des luzernes, dans le coffre à outils, là, il y a des luzernes à stolon maintenant qui performent bien, qui s'établissent lentement, mais qui vont être là longtemps. Il y a des luzernes à couronne profonde qui tolèrent mieux le piétinement, qui vont vous permettre d'aller chercher une super belle productivité dans les premières années. Parce que, évidemment, c'est de la luzerne, ça a de la misère à vivre d'un champ de foin, imaginez, ça ne vivra pas 30 ans non plus d'un pâturage, on s'entend, là. Mais il y a des possibilités, quand même, pour les premières années, le temps que le trèfle blanc s'établisse comme il faut, puis que les racines des graminées, puis que les graminées qui sont plus lentes à s'établir poussent, que la luzerne vous permette de scorer pendant ce temps-là. C'est une maudite bonne recrue, là. Elle fera pas long, elle va se blesser vite, mais c'est pas grave. C'est une bonne recrue, OK? Puis, c'est ça. Quand le lotier va être établi, ces choses-là, en attendant ça, la luzerne peut avoir un super bon potentiel. On en a au CIRC, puis on est très, très enchantés des rendements qu'on a eus cette année. On verra combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, on a eu 2 ans quand même, on est très satisfaits, puis ça regarde bien. Trèfle rouge. Comment on fait la distinction entre le trèfle rouge et la luzerne au printemps? C'est ce que je me suis avoir cette année, fait que je vous le dis. Le trèfle rouge, là, les 3 trifoliums, les 3 petites feuilles, là, ils sont toutes la même longueur après le point central. Puis la luzerne, elle, lui du milieu est plus long. Fait que quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez checker ça, vous saurez comment faire la différence. Tu sais, à ce stade-là, c'est évident, là, mais au printemps, des fois, non, pas tant que ça. Fait que quand la feuille du centre est un petit peu plus allongée du point d'attache, vous savez que c'est de la luzerne. Le trèfle rouge. Qui met du trèfle rouge dans ses pâturages, sachant que ça va produire? Pas tant de monde. On le met parce qu'il est là dans le mélange, puis parce qu'il va être là pour la première année on va le faucher. Mais un peu comme la luzerne peut vous permettre quand même un bel établissement et des beaux rendements au début. Faites juste attention aux quantités. Parce que dans les mélanges typiques, dans les catalogues de semences, on va avoir 40 à 50 de trèfle rouge. Des mélanges à pâturage, on va avoir 35 de trèfle rouge. C'est beaucoup trop. Baissez un petit peu le trèfle rouge, allez le voir plus longtemps, puis il va y avoir moins de cacamo. Ça. Fait que c'est ça. Madame, je vous entends. Parfait, merci. Donc, en attendant que les autres légumineuses ils s'installent. Fétuque élevée. Certes, techniquement, la fétuque élevée, elle va pas être assez appétante dans le champ pour qu'elle soit intéressante. Les vaches vont la bouder très rapidement. Si vous avez des champs très proches de la ferme, que vous exigez beaucoup, puis que vous savez que c'est là que vous allez envoyer vos animaux si c'est trop trempe, vous avez une stratégie de ce champ-là, je vais le scraper probablement dans 2-3 ans. Il ne t'offrira jamais le 15 ans que j'aimerais faire. Probablement que mettre de la fétuque dedans, ça va être intéressant. Ça va avoir du super bon rendement rapide, pas très, très cher. Puis, c'est ça, c'est de la performance à court terme. Si vous pensez avoir des champs qui sont plus adaptés à des rotations à court terme, fait que c'est ça, c'est un contexte très particulier qui va faire que cette espèce-là, elle va être intéressante. Elle va être brillante, un peu comme la fétuque élevée, puis la fétuque des prés, pardon. Puis, c'est ça, les caractéristiques qui se ressemblent beaucoup à un système racinaire qui est super dense. Armure de sol. Je sais pas si vous voyez, j'ai essayé, mais sur les écrans, on voit pas tant que ça. Mais tu sais, clairement, là, on voit le brillant. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'on voit le brillant dans ça. Si vous voyez ça, vous savez que c'est de la fétuque. Il reste juste à aller creuser un peu, voir si c'est de la fétuque élevée ou de la fétuque des prés. On choisit un cultivar à feuilles souples, qu'il y a de plus en plus sur le marché depuis 5 ans. Un petit peu moins de rendement la plupart du temps, sauf qu'au moins extrêmement appétant. Râpe pas la langue. C'est bon pour qu'il goûte une fois puis il continue à en goûter parce que idéalement, on veut qu'il recommence. Régie intensive avec une graminée pour plus long terme à très haut rendement. Bref, comment créer le Green Team? Je veux que vous fassiez une équipe qui est bien balancée, qui comprend une attaque, une défense, une équipe bien balancée qui comprend une attaque puissante, une défense qui est efficace, qui ne va pas laisser s'établir les plantes que vous ne voulez pas,
puis les unités spéciales qui permettent de performer en power play. Ce que je veux dire, une année très trempe, ça vous prend une espèce qui va performer cette année-là. Une année très sèche, ça vous prend une espèce qui va performer cette année-là. Il faut que vous ayez dans le catalogue, quand je dis le catalogue, dans les plantes établies, des espèces qui vont performer de toutes les conditions climatiques que Mère Nature vous pitchera, parce qu'il va en avoir des différentes. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Gameplay. C'est pas moi qui ai fait le PowerPoint, puis c'est ça. Ça me fait me rire. Ce que je veux que vous reteniez, ça prend un mélange de plusieurs espèces. Minimum 4, idéal 5, ça peut aller à 12 si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Plus vous avez d'espèces, plus vous avez de chances d'avoir des joueurs qui vont bien performer quand ça va être le temps de performer l'année sèche, l'année humide. Vous le savez, là, c'est lesquels qui vont performer le plus selon les espèces. Ça vous prend des vitesses d'établissement différentes. Il faut qu'il y en ait une qui s'établisse très vite, puis une qui s'établit très lent. Parce que vous en voulez une pour les 3 premières années, vous en voulez d'autres pour les 45 prochaines années. Je fais des blagues, mais tu sais, mettons qu'on vise un 15 ans de pâturage, ça prend des espèces qui vont être là dans 15 ans. Ça ne sera pas la nature qui va choisir à 100%. Tant qu'à payer de la semence, je veux dire. La longévité, même chose que l'établissement. L'espèce qui s'établit vite risque de ne pas durer aussi longtemps. Des types de racines différents. Une racine pivotante, une racine fasciculée en surface, une racine fasciculée en profondeur, une touffe bien dense en ligne droite, avec un beau tapis qui s'étend partout. Ça prend de tout, pas une affaire. Des familles variées, fait au moins des légumineuses et des graminées, mais je vous en ai montré d'autres. J'ai souviens plus par cœur, les poacées, oui, c'est ça. Mais plantain, chicorée, allez jouer là-dedans facilement, là, ça vaut la peine d'ajouter ça à vos mélanges pour au moins aller maximiser ce que les graminées et les légumineuses ne pourront pas vous offrir. Une équipe hétérogène pour faire face aux conditions climatiques extrêmes, en plus d'une bonne longévité. Ah non, c'est bon. Ainsi, vous allez avoir des beaux champs. Si c'est mes beaux champs, je suis bien fière parce que, Lydia n'est pas là, mais c'est elle qui a pris les photos. Puis on est bien contents. Puis je l'avais dit au début, ça sent la coupe! Avec ça, vous êtes équipés pour scorer. Je suis certaine que vous allez pouvoir faire des bons choix. Vous allez dire, mon Dieu, Marie-Pierre, tu m'as pas aidé bien, tu as tout nommé. Exactement. Quand vous allez établir le prochain pâturage, asseyez-vous avec vos représentants préférés, vos conseillers préférés, les gens qui vous inspirent, les producteurs qui vous inspirent. On ouvre le catalogue, puis on les choisit, puis on les fait toutes. Puis des mélanges spéciaux, là, ils en font toutes. Tout le monde est capable d'en faire. Fait qu'on choisit c'est quoi les espèces qu'on veut, pourquoi, on sait exactement pourquoi on la veut ou on la veut pas. Parce que peut-être que chez Boule Dactyle, c'est bon, mais peut-être que ça serait mieux d'Alpistroso. Ouvrez le catalogue, checkez toutes les options, puis on verra. Votre mélange sera le vôtre, probablement pas celui de votre voisin, puis c'est bien correct de même. Je vous l'avais dit que je poussais à la joke un peu loin. Tu me passes la porte, là? J'avais dit ça genre 4 fois aujourd'hui, je sais que pas à chaque fois. C'est la période des questions. On a une petite 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Marie-Pierre? Merci pour ta présentation. Pour une fan de hockey, c'était génial. Ça fait plaisir. Donc, ma question, c'est, là, tu as shooté un paquet d'informations, comme tu as dit. Shooté. Ouais. Tout ça pour dire que, est-ce que, je ne sais pas s'il y a différents producteurs ici, mais il y a certaines plantes que tu as nommées que moi, mon vert, il me dit, mets pas ça dans ton champ. Donc, quand on s'assoit avec notre spécialiste, ça fait partie des critères de la discussion? Définitivement. Des conditions? Définitivement. Fiez-vous pas sur la personne qui vous vend les semences pour connaître exactement les brebis qui sont sur le bord d'être fertilisées. C'est des plantes en particulier. Votre production peut être assez particulière. Moi, j'ai une anecdote dans le temps que je vendais des semences. Il y avait une dame qui était arrivée et avait dit, dans mon pâturage pour les chevaux, il y a des petites fleurs jaunes. On m'a dit que c'était du trèfle-sic. Et ça, c'est très méchant. Puis, tu sais, j'étais comme, je savais pas. Quelqu'un t'a vendu un mélange B, il y a du trèfle-sic là-dedans. OK, on va aller voir ça. Puis, il y avait comme 4 fleurs jaunes dans son champ. Fait que, tu sais,
c'est à prendre avec un petit bémol, un petit grain de sel. Des fois, les plantes toxiques, une plante toxique dans votre champ, c'est pas grave. Si à toutes les années, ça s'agrandit beaucoup, c'est grave. Ça s'applique aussi aux plantes qui sont comme sensibles. Le trèfle rouge pour les moutons, c'est pas optimal. Si il y a 6 plantes de trèfle rouge dans 10 acres, c'est pas grave. OK? On peut respirer un petit peu. Évidemment, j'ai pas fait de distinction parce que j'avais juste 35 minutes. Mais oui, il y a des plantes là-dedans qui peuvent être problématiques. Je vous conseille définitivement de en parler avec votre vet, en parler avec vos conseillers en production, dans votre production. Puis, il y a du financement pour faire du multidisciplinaire là, avec le programme de service conseil. Invitez donc la personne qui vous vend les semences, votre vétérinaire, votre conseiller en production, peu importe c'est qui que vous avez confiance, votre équipe, là, votre noyau. Invitez-les donc quand vient le temps de choisir comment vous allez dépenser votre beau 5000 $ de semences. Là. Ça vaut la peine. Et ça va être un beau 2 heures bien investi. Vous allez être certaine que l'argent que vous allez mettre dans un semis va répondre à vos besoins, puis vous n'allez pas planter du trèfle qui tue vos chevaux. Je me moque, Amélie, excuse. C'est pas elle, là, mais je me moque des chevaux. Bon, d'abord, bravo pour ta conférence, d'avoir tenu mes élèves réveillés pour le après-dîner. Fait que, good job. Merci, la gang. La question s'adresse peut-être à toi comme aux producteurs de ce matin. Là, tu as parlé de plantes variées, mais ce matin, on a eu des productions variées. Fait que de l'agneau à l'herbe, du poulet, du bœuf, du porc. Est-ce que y a de l'info à quelque part qui se trouve pour selon quel animal va aller pâturer? Est-ce que là, la décision change, la réflexion change? Je vais dire, vache laitière, bovin de boucherie, agneau, oui, il y en a. Merci la Nouvelle-Zélande. Le poulet, pas tant que ça. Le porc, pas tant que ça. Ça va être très difficile d'aller chercher cette information-là précisément. Il y en a des données, mais je suis pas prête à dire que c'est super accessible. Mais l'agneau, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Quand on va vraiment, tu sais, poulet, porc, ça reste que c'est pas des ruminants. Ils vont pas chercher la cellulose. Ils sont pas capables de transformer la cellulose comme les ruminants le font. L'aspect pâturage, on va se dire, oui, un peu de brin de gazon, mais beaucoup de bébites aussi, là. Tu sais, c'est beaucoup ça, l'alimentation, là, de pourquoi ça prend de la moulée. Fait que non, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais pour vrai, agneau, brebis, mouton, là, chèvre, même, là, on peut trouver facilement les informations. Merci Marie-Pierre pour ta présentation, très intéressante. On sait qu'on veut garder nos pâturages plus longtemps sans les labourer, et on ne veut pas que les mauvaises herbes s'installent non plus. Là. Mm-hmm. Il y a toutes des espèces, là, des espèces qui sont plus adaptées à faire des sourds-semis là, à chaque année ou 2 ans là, pour essayer de garder nos pâturages. Je suis pas une fervente de sourds-semis automatiques. Okay? En agricole, il y a beaucoup de religions, là, puis ça en est une autre. Là. Je pense que l'outil du sur-semis est super intéressant. Si on marche le champ à l'automne, puis on se dit, c'est ce champ-là qui est le moins intéressant. Si on a l'application Happy Grass, puis on dit, ces 3 champs-là, clairement, ils sortent pas, ça serait peut-être bien que j'aille y mettre un peu de trèfle blanc, un peu de trèfle rouge, lui donner plus d'azote, probablement que ça le stimulera un peu plus. Dans les sur-semis, ce qui fonctionne bien, les trèfles, techniquement, le rouge plus que le blanc, de la couleur de la semence. Parce que la couleur de la semence, mettons en vasage, là, très très tôt au printemps, vu qu'ils font ça, elle attire plus le soleil, elle fait fondre la neige plus, puis elle s'atteint plus vite au sol. Là. C'est niaiseux comme ça. Ben, c'est peut-être pas ça, mais c'est ça qu'on se dit. C'est la réponse la plus plausible qu'on a eue. Dans les graminées, le mil fait une bonne job, le dactyle fait une job somme toute correcte, sans qu'on ait à graffiner le sol. Dès qu'on va placer la semence à la bonne place, on améliore toutes les espèces, là. On va dire ça comme ça. Mais les espèces plus agressives vont évidemment mieux performer à ce moment-là. Assurez-vous que si vous n'avez pas eu le temps de le faire en vasage, quand je dis en vasage, c'est temps de fin de cabane à sucre. Geler le matin, mouiller à midi. On va mettre la semence en surface. Le gel-dégel va faire rentrer la semence. Selon moi, meilleur timing pour mettre de la semence. Après ça, dès que c'est plus près, que le champ est bien sec, puis qu'on a commencé les semis partout ailleurs, puis qu'on est dans le jus bien raide, on peut aller déposer avec un disque, plus comme sous forme de semi-direct. Ça fonctionne bien. Puis je peux pas m'empêcher de mentionner le bale grazing à ce moment-là aussi, qui est une super bonne technique pour à faire un apport de nutriments, de vie, de biologie dans votre sol. Oui, de par la réserve de graines,
de la balle de foin que vous allez mettre dans le bale grazing, mais aussi l'activité animale, puis probablement bien plus l'activité animale à cet endroit-là. Fait que si justement vous voyez qu'il y a du charbon qui peut vous perdre le contrôle, c'est une méchante belle place pour mettre des balles rondes, ça. Fait que ça, c'est ma stratégie pour du super long terme. C'est ça. Allô, super Allô. intéressant. Est-ce que vous arrive de recommander de la fertilisation chimique dans les pâturages? Bon, je vendais de l'engrais avant. Fait que oui, ça m'est arrivé. En ce moment, moi, je fais pas de recommandation de fertilisation. Dans nos pâturages à nous, ça va arriver que je vais mettre du fumier. Je vais demander qu'on mette du fumier, surtout en milieu d'été, essayer de stimuler une croissance pour un champ proche. Une erreur que j'ai faite dans le temps que je vendais de l'engrais, c'était de mettre de l'engrais au printemps dans mes pâturages. Le pâturage, il décolle déjà vite. Il bouge beaucoup jusqu'au mois de juin, puis c'est pas là qu'il y a besoin de décoller partout à grandeur égale. Vous pouvez vous choisir, là, si vous n'êtes pas en régie bio, puis vous mettez de l'engrais à la ferme, puis vous mettez de l'engrais sur vos champs de foin, bien, vous pouvez vous choisir 2-3 pâturages que vous allez mettre comme finir le buggy là, mettons, on va dire ça comme ça, là, parce que c'est souvent des petites quantités. Puis ce champ-là va être décollé plus vite. J'ai pas de problème avec ça, mais pas à grandeur, là, vous allez manquer le bateau, ça va pousser bien trop vite, vous allez passer à côté, erreur que j'ai déjà faite. Ça peut être une solution, je veux dire, en milieu, fin d'été, pour stimuler la croissance, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. L'engrais, ça adapte, ça vient pas dans l'eau, ou pas beaucoup d'eau. Fait que je pense que c'est important de surveiller dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est de surveiller tout ce qu'on sort du sol, c'est quoi l'analyse, puis je m'assure que en fumier, on rapporte surtout le potassium. C'est surtout ça que je surveille. Là, t'es parti, je te vois plus. J'essaie de te répondre, je suis comme, on est parti. Ouais, c'est bon. Je surveille beaucoup le potassium. Je vais surveiller du phosphore à l'établissement si les champs sont super pauvres puis j'ai pas accès à du fumier. Mais sinon, selon moi, les vaches apportent amplement ce qui est nécessaire. Ça fait plaisir. Bonjour et merci beaucoup. Merci. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi, en tant qu'un conseiller, vous ne conseillez pas aux paysans d'utiliser le compostage. Parce que le compostage, il est très assimilable par le sol par rapport au fumier brut. Parce que moi, je suis pas conseillère, je fais pas de conseils typiquement sur les fermes. J'ai apporté du support à des fermes qui ont fait des plans de partie de paysans, ces choses-là. Mais c'est ça. À la ferme, nous, on a une gestion liquide des pâturages. C'est difficile de faire un compostage à ce moment-là. La structure en place ne permet pas de faire un compostage. Et j'ajouterais à ça que la bouse de vache qui est dans le champ est à compost aussi. Une fois qu'elle est déposée sur l'herbe puis qu'on sort les vaches, elle a un bon 28 jours de compostage, idéalement. Fait que c'est pas... ça serait une manipulation de plus qui, selon moi, en ce moment, n'est pas nécessaire pour le pâturage. Pour ce qui est des entreposages de lisier, c'est une autre chose. Je pense que si... Ben là, il n'y a pas beaucoup de producteurs laitiers là, dans le centre, mais mettons, dites à votre voisin producteur laitier que s'il y a une fosse à se construire dans les prochaines années, la fosse liquide n'est probablement plus la solution. M'excusez ma PAC. Mais à mon avis, c'est plus la structure d'entreposage qui est optimale. Puis à ce moment-là, quand on va retourner à la bonne vieille méthode de séparer le pureau du fumier solide, là, le compostage va avoir sa place définitivement. Puis ça va faire évidemment un fumier qui va être disponible plus rapidement puis plus stable, moins acidifiant. Désolée de ceux qui viennent de se bâtir une fosse. C'est là qu'on va avec. C'est là, on va faire avec, on la détruira pas, mais si vous en avez un autre, c'est ça, pensez à d'autres choses. D'autres questions? Tu m'en parleras, Dave, c'est pas grave. Merci. On le mettra sur Facebook. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. J'espère que vous allez me réengager. J'ai pas fait trop de niaiseries. Non, moi, je suis pas une servante de hockey, mais j'aimais ça. Ah, parfait.